Bonjour, prof. J'adore les vidéos de gens qui se cassent la figure. Il y a moyen d'en faire mon métier? Si vous êtes bonne en maths, je vous conseille la biomécanique. Nat, ouvre la moustache cave. Voilà, maître. Un biomécanicien n'est pas du tout un type qui répare les gens. Hop. Ah, c'est le pot d'échappement de votre mari qui est tout encrassé, ma petite dame. Hein. Ouh, ça va vous coûter une blende. Hein. Le biomécanicien est une personne bizarre qui étudie comment notre corps bouge, tombe, se blesse, se casse et en quelles circonstances. Comme vous, les zappings spécial chute, ça l'éclate. Tiens, ça alors. Je pensais pas que la jambe se pèterait dans ce sens-là. Ce sont les biomécaniciens qui réalisent les fameux crash tests avec des mannequins. Alors, tu fonces à 50 km/h, là, tu t'encastres dans ce muret et l'airbag s'ouvre. Excuse-moi, c'est quoi le texte? Tu dis « Ah !» Ok? Action! Il casse pas. À 100 000 € pièce, évidemment que le mannequin projeté contre un mur ne se casse pas. Bardé de capteurs, il donne des indications sur ce que subit chaque segment du corps. Ça alors, la clavicule s'est pris un choc de 90 kilos. C'est beaucoup pour une clavicule? Pour le savoir, il faut connaître au préalable ce que peut supporter un vrai corps au niveau de ce segment. Pour ça, il y a 3 solutions. La première est de tester sur un animal qui a une clavicule semblable à celle de l'homme, comme le kangourou. Skippy, montre ta clavicule, t'es gentil. Oh, pauvre kangourou. Action! La deuxième solution est de tester sur des cadavres. Mais ils ont tendance à ne plus trop avoir de tonus. Et les os sont fragiles parce que les morts sont souvent âgés. Alors parfois, le biomécanicien travaille sur du vivant qui bouge. Un corps de sportif, par exemple. Carton rouge! Imaginez qu'on veuille savoir si une pelouse artificielle est plus lésionnelle qu'une pelouse naturelle, mais sans abîmer 150 footballeurs. Dans ce cas, on remplace leurs grosses cuisses velues par des machines industrielles qui peuvent imiter des milliers de fois un shoot de la jambe. La roue tourne, va tourner. Lol. Grâce à ça, on sait que la pelouse artificielle fait bien plus de dégâts que la naturelle. C'est génial, non? Je souffre. Si vous voulez voir des vrais crash tests et comprendre pourquoi faut attacher sa ceinture, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher professeur, c'est la crise depuis des lustres. On bosse comme des ânes, on est crevé. Comment tenir le coup? Oh, voilà une question qu'elle est bonne. Personnellement, Nathanaël et moi carburons au café. Mais vu la conjoncture, franchement, il faudrait un truc plus puissant. Ouais, mais là, ça s'appelle du dopage, hein. C'est pour bien. Faut pas croire, mon petit Nat. Le dopage, ça date pas d'hier. Il y a fort longtemps, sur l'île du détroit de Torres, vers l'Australie, on avait une technique pour avoir plus de force. Il suffisait pour ça de boire la sueur d'un athlète. Tourne-toi, mon petit. Ah! Bon, vous vous en doutez, ça ne marche pas. Et puis, c'est pas très hygiénique. Non, je suis désolé, faut de la vraie dope. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, des bêta-bloquants. Ah, c'est super, les bêta-bloquants. C'est ce qu'on donne habituellement aux parkinsoniens pour stopper leur tremblement. Attention, on bouge pas, Guillaume. Tiens, prends ça. Et c'est aussi ce qu'utilisent les champions de tir à l'arc pour ne pas trembler. Pour les tireurs à l'arc parkinsoniens, il faudrait pas double dose. L'avantage et l'inconvénient des bêta-bloquants, c'est qu'ils empêchent de s'exciter. Nicolas, fais-moi vibrer. Je peux pas. Et peuvent aussi provoquer des glycémies. Et j'ai faim. Si vous avez un boulot plutôt physique, Oui, c'est moi ça. il y a les stéroïdes anabolisants. C'est ce que les bodybuilders prennent pour gonfler leurs muscles. T'as la carte de fidélité? Le souci, c'est que pour les femmes, il faudra se raser. Bah, faut la carte quoi. En revanche, si votre patron vous fait des avances, Paulette. Oh, j'ai envie de vous repoiler. sachez que les stéroïdes provoquent chez les femmes une hypertrophie du clitoris, qui peut s'avérer dissuasive. Bon, ça marche, mais ça a des effets secondaires pourris, hein, c'est ça?
Mais ça n'arrête pas tout le monde pour autant, tu sais. Selon une étude, 75% des sportifs sont prêts à prendre une pilule qui les ferait gagner, même si celle-ci doit les tuer dans les 2 semaines suivantes. Quelle abnégation! C'est pas vous qui seriez prêts à faire ce petit effort pour soutenir l'économie du pays, hein? Laquelle vous voulez, prof? Pas mal, la bleue. Au lieu de vous doper pour tenir le coup et gagner des clopinettes, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Professeur, pourquoi le shampoing nous brûle quand on s'en met dans les yeux? Ouais, c'est tellement vrai ce que vous dites là. J'ai beau lire l'étiquette du shampoing, malgré mon bac plus 12, je n'y comprends toujours rien. Alors essayons déjà de comprendre comment est conçu un produit cosmétique. Tout commence par l'équipe marketing, qui décide quelle sera la prochaine crème à la mode. La tendance est au chat, cute et tendresse. On lance donc le premier déo miaou et on devient leader sur la LOLCAT tendance. T'es un sacré génie, Billy. Ensuite, l'idée part dans le département qui recherche les matières premières. C'est tout bon, Billy. En plus, on a découvert que la larme de chat regalbe le sein. On part sur un 2 en 1, là. Puis des biochimistes vérifient que les produits finis ne font ni gratter la peau, ni piquer les yeux. Pour ça, en accord avec des hôpitaux, ils récupèrent de la peau issue de réduction mammaire ou abdominale. Il y en a 500 grammes de plus, je vous le mets quand même. Une fois au labo, ils grattent le gras. Un peu comme dans Top Chef. Je fais dorer le tout 5 minutes dans un four à fumer. Alors, verdict? Le nappage à base de larmes de chat a bien regalbé la peau. Par contre, il a complètement cramé les cellules de l'épiderme. Autrefois, on faisait des tests cutanés directement dans les yeux des lapins. Pour ne pas choquer le jeune public, nous avons remplacé les lapins par des bébés pandas. S'il avait juste une petite larme, le produit était jugé inoffensif. S'il avait un peu mal, bon, ça passait encore. S'il pleurait du sang, là, on allait peut-être revoir la formule. Aujourd'hui, on utilise des cellules de rétine de lapin. Oh, ils sont choupis. Après prélèvement sur un seul lapin, on peut multiplier les cellules autant qu'on veut. On dépose le produit sur les cellules et selon le nombre qui meurt, on pourra déterminer le potentiel irritant. Ils font ces tests pour mon shampoing parce que le mien, il pique grave. C'est parce que les gens veulent un shampoing qui mousse. C'est bon. S'il ne mousse pas, ils le croient inefficace. Oh là là, bon. Ce qui fait mousser, ce sont les tensioactifs. Et les tensioactifs piquent. Mais c'est bon pour le marketing. T'as pas de mousse dans ton shampoing? Mais allô quoi? Si vous voulez connaître quel produit miracle j'utilise pour la beauté de mon poil, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Hi, I'm Donald Trump et j'aimerais savoir comment faire pour devenir un beau fossile après ma mort. Thank you, fuck off. Mais quelle idée de se faire fossiliser. Mais si, c'est une manière de devenir immortel. Seulement, c'est pas de la tarte. Avant toute chose, il faut mourir. Ah oui, c'est mieux. Deuxièmement, il faut choisir un bon sol sur lequel mourir. Un truc bien meuble qui va mouler parfaitement votre cadavre. Voilà! Comme ça? Super! Là, votre corps va pouvoir se décomposer à l'abri de l'oxygène. Votre squelette et les parties molles vont être remplacées par des minéraux. Une reproduction parfaite du mort. Après, il faut que quelqu'un trouve votre corps fossilisé sur les 150 millions de kilomètres carrés que compte la Terre, mais bon... Regardez, là, de l'ambre. Pourvu que j'y trouve le moustique qui l'a piqué, je pourrais ouvrir mon Jurassic Trump Park. Arrangez-vous pour être découvert après le 19e siècle, à une époque qui comprend le concept de fossile. Holy cow! En 1747, aux USA, quand on trouva un superbe fossile, on crut à un bobard. No, not possible. Les Américains ratèrent donc une première occasion de découvrir, avant tout le monde, les fossiles. La seconde fois fut dans le Kentucky, Tu aimes les puzzles, Teddy? quand des gars trouvèrent des ossements de mammouth. Comme ils ne savaient pas ce que c'était, alors ils l'appelèrent le grand incognitum et assemblèrent ses os un peu n'importe comment.
C'est un jeune anatomiste français, Georges Cuvier, qui assembla correctement le squelette et le baptisa. Mastodonte. En plus de cet affront, le président Jefferson dut faire face à une terrible révélation. Oh, Seigneur, pourquoi détruisez-vous les êtres que vous avez créés? Je vais te manger. Oh non, pas moi. Il n'y a pas eu qu'une seule extinction, mais plusieurs. Attention. Hop, badaboum. Oh, trop beau. Et oui, mon cher Donald, les extinctions sont valables aussi pour les humains. Même si vous devenez un beau fossile, rien ne dit que vous serez découvert un jour. Et encore moins par un humain. Au lieu de cultiver des délires d'éternité, tapez Tu me rends moins bête sur arte.tv, fuck off. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, je me demande pourquoi, quand je suis au milieu d'une foule, je me sens misérable, alors qu'individuellement, je suis quelqu'un de formidable. Savez-vous qu'il existe des scientifiques qui observent nos déplacements collectifs? Fascinant. Ces chercheurs savent depuis longtemps que les humains, quand ils sont dans un groupe supérieur à 4, vont former un U inversé pour mieux communiquer entre eux. Ce groupe va diminuer de 17% le flot de piétons derrière eux, marchant à 4,5 km/h. Eh oui, c'est précis! Savoir ce genre de détails permet aux scientifiques de faire des simulations de foule et de voir dans quel cas ça va coincer. Ils se sont rendus compte que dans les espaces où les portes sont mal fichues, les gens s'agglutinent en arc. Ceux de la périphérie poussent comme des sagouins, pendant que les gens au milieu sont écrabouillés. Contre les murs, les pressions subies sont si fortes qu'elles peuvent atteindre en cas de panique 4,450 newtons par mètre carré. Pour éviter ça, on va soit ajouter plein de sorties de secours plutôt qu'une seule grosse issue, soit placer des colonnes ou des poteaux devant le passage pour vraiment alléger les pressions. Aïe! En plein milieu du chemin, bravo, hein! La psychologie de foule débuta en 1895 grâce à Gustave Le Bon. La foule est conduite exclusivement par l'inconscient. Ça veut dire que les gens ne réfléchissent plus quand ils sont mêlés à une foule. En 1957, le docteur James Tyers étudia la question. Si ce même groupe d'écervelés panique, la majorité aura une réaction stéréotypée. 10 à 25% auront une réponse inadaptée et 1 à 2% agiront même de manière psychotique. Ils peuvent même devenir stuporeux. Vestiaire, crampons, la chaussette sent bon. C'est pour ça que la maréchaussée veut tout le temps disperser la foule, pour que chacun retrouve ses esprits. Dispersez-vous, les poètes! Plutôt que de vous balader en troupeau. Tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.